Bonsoir, Monsieur Moreau, vous allez bien? Oui, je vais très bien, vous? Ah oui, ça va très bien, merci. Moi, c'est Joseph. Je vais être le technicien là, attitré pour la rencontre de ce soir. Parfait. Ça va être utile en cas de Oui. pépin. Oui, oui, ben c'est ça, au cas où. Ah ben, Je en suis de parlant de retour. pépins. Ça commence bien. Ok, Ça oui, ben commence dans le bien. fond, est-ce que le VIA vient juste de se fermer sans rien dire? Sans rien dire. Oh, Bon, est-ce qu'on est on sur un va. Mac? Non, on est sur un bon vieux PC qui accessoirement plante de temps à autre, mais finit par faire le travail. Ok, c'est bon. Je m'inquiète pas trop pour ça. C'est des bonnes nouvelles qu'on soit sur PC. Donc, c'est ça, je serai C'est pas loin rare pour que ce j'entends ça. soir. C'est Pourtant, rare que j'entends ça. non, pourtant, non, la version PC tient quand même beaucoup mieux. Là. Il y a un petit problème récemment avec l'application Mac qui devrait être réglé d'ici la fin de la semaine, mais là, ça l'est pas encore. Fait que, on est bien content que vous soyez sur PC. Tant mieux. Ouais, ben j'allais commencer avec un petit test de micro-caméra, mais là, ça semble bien fonctionner, donc je vous laisse la main là, pour ce qui suit. D'accord, je vous remercie. On va commencer dans approximativement une minute. Dépendamment de ce qui a été décidé, je crois que je ne suis pas la personne. Est-ce qu'il y a une présentation formelle ou j'y vais à 18h30, là? Les deux cas de figure me conviennent. C'est bon, tant que ça avance à un moment donné. J'imagine que c'est ça le but. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Je vois de plus en plus de personnes qui se joignent à nous. Je souhaite la bienvenue à toutes celles qui sont présentes et qui graduellement se joignent à nous. Bonsoir. Eh bien, de mon côté, il est 18h30. Je suggère que nous débutions bientôt. Je crois que c'est Mme Boisvert qui, en principe, représente le CPIQ ce soir pour baliser les échanges, mais je crois elle rencontre des petits problèmes techniques. Alors, ceci étant dit, je propose tout de même de débuter, puis j'animerai. Au pire, je me tromperai. Mais ça me fait plaisir de toute façon de partager avec vous le fruit de mes recherches. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à celles et ceux qui se joignent à nous. Euh, Ça me donne l'occasion quand on fait de la recherche, là, c'est toujours agréable d'être invité dans une tribune comme la vôtre pour partager là, des trouvailles qu'on peut faire de notre côté et partager ça, là, disséminer ça dans les milieux de pratique pour que vous voyez un petit peu ce qu'on fait là, côté recherche. Je me présente Daniel Moreau. J'étais précédemment moi-même enseignant, j'ai enseigné au secondaire et finalement, ben, je me suis orienté vers la formation pratique. C'est ce qui a été mes premières attributions à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Puis après, je suis actuellement professeur à l'Université de Sherbrooke et membre du CRIFP, du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Actuellement, je ne travaille plus en formation pratique, je travaille en didactique des sciences humaines. Ceci étant dit, ces recherches que j'avais débutées sur la formation pratique, ben, je les continue et c'est un peu dans le sillage de ces recherches-là que je vous présente des résultats de recherche ce soir qui sont en lien avec mes travaux. Je rappelle le titre de la présentation de ce soir, là, la formation à l'enseignement en contexte de pandémie, de nouveaux défis.
Ce soir, les défis seront présentés du point de vue des étudiants. Je vais parler à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Je vais essayer de m'en tenir au minimum possible parce que je sais qu'après 15 minutes devant un écran, on perd tous un peu notre concentration. En rendant la présentation la plus succincte possible, ça permet d'aménager du temps pour des échanges à la fin. Il va me faire plaisir de répondre à vos questions, le cas échéant. Sinon, je peux parler, je n'ai pas de problème pour continuer et rajouter des éléments. Ce soir, donc, si on dit contexte de formation, la formation en contexte de pandémie, il y a des raisons, il y a des éléments de pertinence, hein, de contexte qui font en sorte que c'est nécessaire de documenter cette réalité-là. D'une part, la pandémie et la question de l'enseignement est une réalité qui est particulière ici, mais également à l'étranger. Des rapports de l'OCDE sont publiés il y en a eu 2 depuis 1 an là, qui attirent l'attention, l'enquête Thalys là, sur l'enseignement dans les pays de l'OCDE qui ont mis en lumière des éléments, 2 éléments qui ont attiré mon attention, entre autres, le fait que ça soulevait des questions de rétention des enseignants. Je tiens à m'excuser, l'image, il y a des caractères qui ont bougé sur l'image, mais il est écrit dans la deuxième ligne, sur la deuxième ligne, un contexte stressant menaçant la rétention des enseignants. Donc, c'est quelque chose qui graduellement est documenté. Pour les pays de l'OCDE, mais il n'y avait pas de données sur la réalité québécoise. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que j'ai réorienté un aspect de la recherche. Je constate également qu'il y a une des images qui empiète un peu sur un mot, là, je m'en excuse. Donc, 2 rapports de l'OCDE. Un premier qui met en lumière là, le fait que la rétention des enseignantes est menacée par la pandémie. Puis, un deuxième rapport qui met en relief le fait que ça crée des conditions stressantes pour l'exercice de la profession, ce que je peux comprendre. Si j'étais encore enseignant, je n'ai pas de difficulté à me le représenter. Mais même à titre de formateur universitaire, on le vit à notre façon aussi, le contexte stressant, l'incertitude qui découle du contexte de pandémie, puis également les adaptations qu'on doit exécuter. Souvent parce que ça sort de nos routines, ça sort de nos habitudes. Donc, on est obligé de s'approprier, entre autres, les instruments, là, tout ce qui est en lien avec les technologies de l'information. Et c'est loin d'être tout le monde qui est à l'aise avec ça. Alors, oui, c'est stressant. Un deuxième élément aussi, le sentiment qui en découle, qui est le sentiment de ne pas être prête. Ce soir, je vous fais une présentation, c'est avec VIA, mais ça va plutôt bien parce que j'ai un peu d'expérience avec les médias depuis presque 1 an. Mais si cette présentation-là que je vous faisais ce soir avait eu lieu en avril 2020, j'aurais été, disons, ça aurait été moins agréable pour moi, j'aurais été stressé, et surtout pas le sentiment d'être prêt, là. Mais là, maintenant, j'ai enseigné à distance depuis presque 1 an. Là, j'ai pris la routine, là. Alors, je me sens davantage prête, mais à l'époque où la recherche a été, les données de recherche que je vous présente ce soir, c'est dans ce contexte-là. Et c'est des données de recherche qui ont été récoltées auprès d'étudiants en formation. Je vais en parler un peu plus loin, là, mais je l'indique maintenant, c'est vraiment en contexte de formation. C'est important de s'intéresser à cette question-là parce que ça concerne aussi le décrochage des diplômés en enseignement qui a été documenté au Québec. Et qui va continuer de l'être au cours des prochaines années parce que c'est une réalité qui est préoccupante. On perd de plus en plus nos diplômés au cours des 5 premières années. Mais qui plus est, on commence à avoir des données plus précises qui indiquent que même après 1 an, on peut voir disparaître des fois jusqu'au tiers de nos cohortes. Donc, après 1 an, il y a déjà un choc de la réalité qui attend nos diplômés, qui fait en sorte qu'on en perd plusieurs. Ça, c'est quelque chose c'est une réalité qui pourrait être accentuée ou aggravée par la pandémie. Alors, c'est une question qui me préoccupe et j'aimerais ça les suivre dans le temps, mes répondants, pour voir si effectivement ça a été le cas. Pandémie et formation universitaire. C'est la question que ça soulève aussi, c'est-à-dire qu'en contexte de formation universitaire, est-ce que la pandémie a affecté l'intention de persister? Il n'y a pas beaucoup d'écrits là-dessus. Tout le monde s'est, entre guillemets, garroché sur ce texte-là qui est de Joyce Lee, ou sur une page, puis je le dis en toute transparence, elle n'a pas documenté cette réalité-là, mais elle soulève la question, c'est-à-dire dans toutes les formations à l'université, pas seulement l'enseignement, elle soulève des préoccupations et un argumentaire assez précis sur le fait qu'il pourrait bien avoir un effet là, sur l'intention de persister des étudiants dans tous les profils de formation.
Alors, c'est un peu un élément de pertinence, c'est-à-dire que est-ce qu'en enseignement, en formation en enseignement, considérant que l'entrée dans la formation, dans la profession est difficile, est-ce qu'en formation même, on pourrait déjà voir une certaine partie de nos cohortes qui pourraient s'orienter vers autre chose ou abandonner les bancs d'université? C'est quelque chose qui m'habite. Donc, ma question, finalement, c'est est-ce qu'il y a un impact de la pandémie sur la formation et l'enseignement au Québec? Est-ce qu'il y a un impact sur nos étudiants? Est-ce que ça peut affecter leur intention de persister? Alors, c'est ce que j'ai choisi de documenter et que je vous présente ce soir. Encore une fois, je m'excuse, il y a quelque chose qui semble avoir bougé au niveau de... Il y avait une flèche, puis les flèches ont décalé, mais je m'en excuse. Donc, l'intention de persister, c'est ce que j'ai documenté, mais pour le documenter, encore faut-il savoir ce que c'est. L'intention de persister, c'est une disposition individuelle à agir. Une disposition, c'est pas quelque chose, c'est pas le comportement effectif. C'est exactement ce qui précède un comportement. Donc, c'est ce qu'on appelle la dimension connative de quelque chose. Quand on est au niveau de l'intention d'agir, c'est que là, on est très, très près. Si je décide de boire une gorgée d'eau parce que j'ai l'intention de le faire, ça va bien, la bouteille est à côté de moi, je prends ma gorgée. Le moment où je dis j'ai l'intention de faire ça, on est au très, très, très proche de l'action. Alors, c'est ça que je voulais documenter. Est-ce que nos étudiants ont une intention, en formation d'enseignement primaire, préscolaire primaire, est-ce qu'il y a une intention de rester enseignant? De rester en formation à l'enseignement puis de devenir enseignante. Donc, c'est une disposition. Puis à un moment donné, on peut la perdre, cette disposition-là. Si je prends une gorgée d'eau, par exemple, puis ben là, j'ai l'impression d'avoir assez bu, je vais déposer ma bouteille, je vais perdre cette disposition-là. Je ne suis plus intéressé à boire de l'eau. Je vais avoir changé d'idée, je vais aller faire autre chose, je vais aller boire du café ou du jus, peu importe. Mais c'est plus quelque chose qui va m'intéresser, donc ma disposition va changer. En contexte de formation à l'enseignement, c'est un aspect qui est important parce que ça accompagne le processus de déconstruction puis de reconstruction identitaire. Quand on devient enseignant, au début de notre formation, on est plus étudiant qu'enseignant. Et à la fin de la formation de 4 ans, parce que je rappelle pour celles et ceux qui seraient moins familiers avec notre système au Québec, là, au Québec, pour devenir enseignant au préscolaire primaire, puis même chose pour le secondaire, il faut compléter une formation de 4 ans, un baccalauréat, ce qu'on appelle un baccalauréat de 4 ans. Et formellement, il n'y a pas d'autre voie d'accès à la profession. Il faut absolument faire les 4 années de formation. C'est l'incontournable. Donc, à partir du moment où vous vous engagez dans ce programme de formation-là, on prend pour acquis que vous avez l'intention de devenir enseignante. Et je profite de l'occasion pour saluer Mme Boisvert qui se joint à nous, qui peut m'interrompre à tout moment si besoin il y a. Ça me fera plaisir. Oui, désolée, il y avait un problème d'Internet à la maison, donc s'il y a des questions, je vous fais parvenir ça. Parfait. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre, ça va me faire plaisir. Je disais donc devenir enseignant, ça suppose un processus de déconstruction identitaire et de reconstruction. Mais c'est sûr que si en cours de route, vous doutez, c'est pas optimal pour le processus de reconstruction identitaire. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais certain de ce que vous voulez. Si après un an de formation, vous vous dites, je ne suis pas sûr, je vais être enseignant. Si après 2 ans, vous n'êtes toujours pas sûr de devenir enseignant. Si après 3 ans, vous n'êtes toujours pas sûr. En cours de route, vous complétez des cours et vous complétez des stages. Si votre intention de devenir enseignant ou enseignante n'est pas stable, votre engagement dans vos activités va être moins intense. Vous êtes moins disposé à persévérer, par exemple. Vous êtes moins disposé à investir des efforts dans vos études. Puis en bout de piste, après les 4 ans, si vous continuez de douter, donc avoir plus ou moins l'intention de persister, ça va fort probablement affecter votre insertion dans la profession. Donc, ce processus de déconstruction puis reconstruction identitaire est lié à l'intention de persister. En formation d'enseignement, ça va varier en fonction de 3 facteurs. Il y en a d'autres, mais les principaux que je vais documenter. Des facteurs personnels, et c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure. J'ai interrogé parce que pas seulement moi, mais on a interrogé des étudiants en formation après une session universitaire. Après la première session universitaire là, au printemps passé, en mai 2020, puis c'était vraiment immédiatement après la pandémie. Donc, je voulais voir si ça avait vraiment affecté. Donc, c'est les capacités. Vous avez l'impression que d'un point de vue de leur capacité personnelle, leur motivation, leurs attitudes, ça avait affecté leur intention de persister.
Je prends également en compte dans l'analyse des données que je vous présente tout à l'heure les facteurs environnementaux, c'est-à-dire que avec la pandémie, des normes sociales ont changé. Le simple fait qu'il y a eu des mesures sanitaires assez prescriptives, il faut porter le masque, il faut se laver les mains, tout ça, c'est des normes sociales. Donc, facteurs environnementaux, c'est ça. Quand on sort de chez soi, c'est très, très immédiat, il faut porter un masque. Si vous n'avez pas de masque, vous allez vous le faire dire, vous allez devoir retourner chez vous le chercher. C'est très, très, très immédiat, donc c'est environnemental, c'est en lien avec une norme sociale. Puis comportementaux. Donc, les comportements qui ont découlé des normes sociales qui ont changé. Donc, en principe, on est capable de nommer des comportements qui ont changé en lien avec une intention de persister. Facteurs personnels et environnementaux, je les rappelle succinctement. Ben, j'ai de le dire, l'intention de persister, finalement, ça se manifeste à travers 2 ou 3 éléments. Hein. L'attachement à la profession. Si je choisis de rester enseignant, je veux devenir enseignant, ben, je vais exprimer, au moins verbalement, une forme d'attachement à la profession. Je veux devenir enseignant parce que ça peut être en lien avec les valeurs de la profession, ça peut être en lien avec des situations professionnelles, ça peut être en lien avec une éthique professionnelle. Mais tout ça, c'est un attachement, ça peut être en lien avec la finalité de l'école. Ben, ça, c'est vraiment un attachement à la profession. Puis l'intention de participer aux activités qui sont relatives aux activités d'enseignement. Donc, si je veux devenir enseignant, ben, je veux persister pour faire toutes ces choses-là, prendre part à la profession. Donc, si j'interroge mes enseignants en formation, là, mes étudiants, c'est là-dessus qu'ils vont me parler. Je m'attends à ce qu'ils me parlent de ça. Puis quand ils vont m'en parler, je m'attends à retrouver 3 types d'attributions. Tu veux devenir enseignant, malgré la pandémie, explique-moi pourquoi. Puis ils vont m'expliquer pourquoi. Puis en principe, je suis supposé, quand ils vont m'expliquer pourquoi, ils vont faire une attribution. Ben, une attribution, c'est je veux devenir enseignant parce que blablabla. Ben, le blablabla qui suit après, c'est une attribution. Et l'attribution peut être de 3 natures. Hein. Elle peut être intrinsèque. Je veux devenir enseignant parce que c'est ce que je veux faire, j'ai toujours voulu faire ça. C'est une attribution intrinsèque à l'individu, à lui-même. C'est indiscutable. Moi, c'est ça que je veux faire, puis je ne me vois pas faire autre chose. Intrinsèque. Je peux faire une attribution altruiste. Et ça, dans le domaine de l'enseignement, on va retrouver ça, puis on va le voir tout à l'heure. Je veux devenir enseignant parce que je veux servir la société. Je me vois un rôle dans la société comme vecteur de changement social. Je veux aider autrui. C'est altruiste aussi. Puis extrinsèque. Extrinsèque, c'est que des facteurs externes vont venir affecter négativement ou positivement mon intention de persister. Donc, ça peut être par exemple, les facteurs, ça peut être par exemple les mesures sanitaires. Moi, ça me casse le dos, ça ne me convient pas, je ne veux plus faire enseignement. C'est extrinsèque. C'est une motivation extrinsèque qui va venir jouer négativement ou positivement sur ma motivation à devenir enseignant. Puis en parenthèse, mais je ne vais pas développer davantage là-dessus. Toutes les attributions sont toujours fondées, puis ça, il faut avoir ça à l'esprit, sur 3 besoins fondamentaux chez les individus. L'autonomie. Donc, l'autonomie, c'est la capacité de faire des choix. La compétence, ça veut dire que si je le fais, je me sens bon. Et l'appartenance, ça veut dire que si je le fais, si je choisis de rester dans la profession, j'ai l'impression d'appartenir à un groupe social, à une corporation professionnelle auquel je m'identifie. Puis ce qui me permet de retirer une identité gratifiante. On a pensé tout à l'heure quand je parlais de déconstruction, reconstruction identitaire. En principe, à mesure que nos étudiants évoluent dans leur formation pour devenir enseignants, il est supposé se développer un lien d'appartenance. Ça suit un chemin logique. Au niveau des comportements, dans le contexte, ici, il faut avoir à l'esprit que les comportements qui vont changer ou qui ont changé, en fait, parce que c'est ça qui s'est passé, il y a des comportements qui ont changé chez nos étudiants en formation. Il faut avoir à l'esprit les 2 niveaux. En tant qu'étudiant, puis en tant que futur enseignant, c'est-à-dire dans les stages. En tant qu'étudiant, quand ils viennent sur le campus universitaire, il y a une réalité d'étudiant qui est celle de l'usage plus ou moins forcé des technologies de l'information parce que moi, par exemple, j'enseigne à l'université, mes cours sont en ligne. Même s'il y en a une partie en présentiel, il y en a une bonne partie qui est en ligne, ils n'ont pas le choix. C'est un usage forcé des technologies de l'information. La deuxième des choses, il y a les mesures sanitaires qui sont strictes sur le campus. En tant que futurs enseignants, quand ils vont dans leur milieu de stage, ils rencontrent la même réalité, mais dans mes souliers. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes derrière un écran dans plusieurs cas, puis ils sont eux-mêmes à appliquer des mesures sanitaires strictes. Donc, ils vivent aux 2 niveaux.
Donc, c'est des nouveaux types de comportements, mais à géométrie variable. Je vous présente les résultats parce que je vois le temps qui file. En gros, c'est des résultats que je vous présente dans le contexte. Ce n'était pas une recherche qui était lancée dans le cadre d'une recherche qui est partie de rien. C'était déjà une recherche qui était lancée sur le sentiment d'efficacité personnelle enseignant en contexte de formation. Puis c'est une recherche qui roule depuis septembre 2019. Sauf que dans le contexte de la pandémie, il y a un lien direct parce que le contexte de l'intention de persévérer était une variable que je documentais avec le sentiment d'efficacité personnelle. Je n'avais pratiquement pas le choix de documenter l'impact de la pandémie. Donc, ce que je vous présente ce soir, c'est un petit bout de ça, de cette recherche-là. Ce que je vous présente ce soir, c'est un échantillon de 43, de réponses de 43 personnes inscrites au BEPP ou BPEP, là, dépendamment de où, parce que chaque institution, à Sherbrooke, on l'appelle BEPP, là, mais à l'UQAM et à l'UQTR, on appelle ça le baccalauréat en éducation préscolaire, enseignement primaire. Les entrevues ont été réalisées en fin mai, début juillet, donc à peu près sur l'échelle après un mois et demi. Puis le processus se poursuit, on continue à en récolter encore, on suit des étudiants. Puis il y avait une question que j'appelais la question COVID. Il y avait des questions sur le sentiment d'efficacité personnelle. J'en parlerai pas ce soir, mais il y avait une question COVID qui était rajoutée à ça, puis je vous le présente ce soir. C'est indiquer si la pandémie actuelle de coronavirus est susceptible d'affecter votre intention de poursuivre une formation dans la profession enseignante. Précisez les raisons de ce choix. C'est très exactement cette question-là qui a été posée à tout le monde. Et quand il y avait une demande de reformulation, on reformulait exactement la même question. Donc, c'était toujours indiqué si la pandémie actuelle est susceptible d'affecter votre intention de poursuivre une formation ou dans la profession enseignante. Expliquez pourquoi. Ben, précisez les raisons de ce choix. Les données ont été retranscrites. Puis, ce soir, je vous fais une petite primaire. J'ai choisi de traiter, c'est de la donnée nouvelle que je vous présente ce soir. Je ne l'ai pas publié. Je sais que j'ai publié un article là, cet automne dans la revue du CPIQ. Mais là, ce soir, j'ai récupéré une partie de ces données-là. J'en ai rajouté d'autres qui ont été récoltées, qui avaient été récoltées à l'époque, mais qui n'avaient pas été retranscrites. Donc, ce n'était pas dans les données que j'avais présentées cet automne. Je n'avais pas les données en main. Mais j'avais les entrevues enregistrées. Puis, j'ai analysé ça par statistique textuelle. La statistique textuelle, ça consiste essentiellement à retranscrire les discours. Puis à les mettre dans un logiciel qui va les segmenter. Donc, tous les mots qui ont été dits par tous mes répondants, c'est mis dans des tables de fréquence. Et le logiciel calcule la distance euclidienne entre chacun des mots pour pouvoir faire une représentation graphique sous la forme d'un nuage de points de tous mes discours. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, c'est-à-dire ça ressemble à ceci une fois que c'est fait. C'est utiliser cette technique-là dans le domaine, par exemple, du marketing, quand on veut savoir la position des consommateurs par rapport, ou en sciences politiques, ou en psychologie sociale. Disons que aimez-vous ou aimez-vous pas la pizza hawaïenne? Et là, les gens vont répondre s'ils aiment la pizza hawaïenne. Expliquez pourquoi. Et là, vous allez avoir ceux qui vraiment la pizza hawaïenne, ils adorent ça. Puis ils vont être, parce que c'est polarisant, la pizza hawaïenne, ça a été démontré. Là. Si vous voulez démontrer, si vous voulez vraiment avoir un enjeu qui divise tout le monde, la pizza hawaïenne. Vous ne vous trompez pas. Ben là, vous allez avoir un plan factoriel comme ça avec un nuage de points plus à gauche, un nuage de points plus à droite. Et là, vous allez avoir des sous-discours, c'est-à-dire ceux qui sont pour la pizza hawaïenne et ceux qui sont contre la pizza hawaïenne. Il y en a qui disent que non, vraiment, puis là, vous allez voir le mot ananas qui va apparaître dans un coin, puis vraiment de l'ananas, il n'y a personne qui ne veut rien savoir de ça. Puis il y en a d'autres que l'ananas, c'est vraiment important, l'ananas sur la pizza hawaïenne. Ben, c'est un peu pareil ce que j'ai fait ici, mais là, je reviens en arrière. C'est vraiment de savoir votre intention de persister. Alors, je reviens à ma question. Si la pandémie vous a affecté et pourquoi? Ben là, j'ai analysé les données, j'ai fait l'analyse à partir des données qui ont été récoltées. Ça permet d'abord de constater qu'il y a un noyau de mots communs. Donc, j'ai un discours commun en tant qu'étudiant. Nos étudiants en formation en enseignement, ils ont un discours commun. Donc, j'ai un centre à mon nuage de points parce que si je n'avais pas de discours commun, je n'aurais pas de centre au milieu, donc je ne pourrais pas vous présenter cette donnée-là parce que c'est comme si mes étudiants ne comprenaient pas la question. Ils ne seraient pas capables j'aurais pas d'objet de représentation chez mes étudiants. Mais dans ce cas-ci, mes étudiants qui me répondent, ils ont une idée. Et quand je les avais tous regroupés dans une pièce, ils parleraient tous de la même chose autour de la table. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils vivent une réalité à peu près commune,
Même, ça voudrait dire, même si ça ne veut pas dire qu'ils ont la même opinion. Mais quand ils parlent du même objet ou à peu près. Ce qui est important de comprendre quand on voit un plan factoriel, c'est le premier axe. Je vais vous présenter seulement ce soir le premier axe. Je me suis appuyé là-dessus pour vous présenter des extraits d'entrevue. Ça a été en fait, je me suis servi de cet outil-là, finalement, pour choisir les extraits d'entrevue qui étaient les plus pertinents à vous présenter ce soir. Je ne vous présenterai pas toute la technique, ça serait un peu long. Mais les mots qui sont identifiés, c'est les mots que j'ai identifiés comme étant structurants parce qu'ils contribuent à l'inertie du discours. Ceux qui ont dit ces mots-là, là, ils mettaient le doigt sur des mots qui étaient importants pour l'ensemble du monde autour de la table, qui ont été interrogés. Les 43 répondants, ces mots-là, ils ont soit prononcés, mais ça s'est avéré être structurant dans le discours commun. Je vous le présente succinctement. Donc, les contributions à l'axe 1, ça me permettait aussi d'identifier les gens, les sujets, les numéros qu'on voit, le 35, 23, 05. Là, je vais prendre le pointeur. Il veut bien fonctionner, le pointeur. Non, le pointeur ne fonctionne pas ce soir. Pas grave. Les chiffres en rouge qu'on voit, c'est les répondants. Parce que ça permet de voir qu'est-ce qui s'est dit et qui a dit par rapport à quoi. Donc, dans ce cas-ci, après ça, je suis allé chercher les contributions aux axes pour savoir qui avait le plus contribué à l'inertie de mon premier axe, puis à cause de quel mot. Puis avec ces mots-là, j'ai pu retourner dans mes discours pour voir c'est quoi qui était, qu'est-ce qu'ils me disaient exactement. Puis je me rendais compte qu'il y avait des éléments représentatifs. Donc, le premier axe, c'est toujours celui qui explique le plus de variance dans le nuage de points. Mon premier axe, il représente 7,51 d'inertie totale, c'est bon. Il y a ceux qui sont à gauche, puis il y a ceux qui sont à droite. Ceux qui sont à gauche, c'est ma portion négative. Puis les autres, ils me disent les mots, une série de mots. Hein. Je ne vais, veux, être, oui. Donc, oui, ils disent oui, les autres, c'est susceptible d'affecter leur intention de persévérer. Cours, poursuivre. Je vais vous présenter des extraits après, mais quand je lisais l'ensemble des extraits d'entrevue, ça veut dire l'intention est fragile chez ces étudiants-là. Et je constate que quand je regardais leur expérience de formation, ils sont tous en deuxième année. Mes deuxième année de formation, eux autres, là, il y avait plus de les répondants, j'ai indiqué ceux qui étaient concernés par ça, mais il y en a d'autres aussi, mais j'ai mis seulement les plus structurants, là, ceux qui, vraiment leur discours, là, ça aurait créé du consensus dans la portion négative. Dans la portion positive, eux autres, ils sont comme en opposition avec eux autres. Eux autres, ils seraient à l'autre bout de la table. Eux autres, ils diraient était, mon, même, N, là, il faut que j'aille voir le contexte de ça, vraiment classe fait. On va aller voir ce que ça veut dire après. Mais les autres caractéristiques sont tous plus ou moins en quatrième année. Donc, les autres qui ont le nez collé sur la profession, ils ont un autre discours, ils sont en opposition avec ceux qui sont en train d'indiquer une intention fragile. On va aller voir des extraits d'entrevue, ce que ça veut dire. Ceux qui ont, ma gang qui ont une intention fragile, eux autres, ils font preuve d'une motivation extrinsèque par rapport aux conditions de formation à l'université. Je vous donne un exemple. Je vous dirais oui et non, dans le sens que je pense que je vais poursuivre quand même, mais je me laisse la porte de ne pas poursuivre. Parce que moi, ce qui me stresse beaucoup, c'est la façon dont le trimestre d'automne va se dérouler. À distance, moi, je ne suis pas capable de travailler. Donc, je me dis, Colin, si je peux pas avoir accès aux bibliothèques universitaires, ça ne me convient pas du tout. Donc, je veux poursuivre dans ma tête. Donc, on est au niveau du cognitif, ça va. Mais ça ne peut pas, ça se peut qu'en cours de route, je me dise que le coût-bénéfice que j'essaie tout le temps de faire dans ma tête, peut-être que le coût va être trop élevé. Donc, je vais décider de mettre ça sur pause, du moins d'arrêter complètement. Un autre répondant m'a dit non, oui et non finalement, parce que ça ne va pas affecter nécessairement mon désir de continuer parce que je sais ce que je veux poursuivre en enseignement. Mais attention, il me dit, mais je pense que ça va peut-être nuire à ma motivation scolaire. Jusque dans le fond, moi, j'ai besoin d'aller à l'école. Je suis plutôt resté assise devant un ordinateur à avoir des cours en ligne et je trouve ça inconcevable. Mais la situation actuelle, non, on n'a pas bien le choix. Donc, je pense que c'est ça va nuire à ma motivation. Donc, eux autres, les conditions extrinsèques sont importantes et ça représente pas mal de monde, ça vient puncher à mon premier axe. À l'autre bout de la table, il y a ceux qui ont une intention élevée de persévérer. Puis eux, c'est une motivation altruiste puis intrinsèque. Non, ce n'est pas susceptible de m'empêcher de continuer parce que je n'avais pas de contrat. Elle dit, je n'avais pas de contrat, mais j'ai quand même trouvé le moyen d'enseigner à mes élèves. À des élèves durant la pandémie. C'est-à-dire que depuis le 15 mars, je faisais la classe en ligne parce que des parents qui sont des amis à moi m'ont demandé, on sait que tu es bonne enseignante, pourrais-tu? Parce que depuis le 15 mars, ce n'était pas clair les consignes du ministère, c'était flou, c'était vague, Ils m'ont demandé de faire une classe en ligne, ce que j'ai fait. J'ai travaillé comme les collègues 10 à 12 heures par jour et je n'étais pas rémunéré.
J'ai fait ça parce que c'est vraiment une vocation pour moi. C'est essentiel pour moi d'être là pour des élèves, pour faire mon travail. Même si là, je n'étais pas vraiment un travail, c'était bénévole. Mais c'était important pour moi et je me sentais utile, on va dire. J'aimais faire ça. J'ai fait du multiniveau de maternelle à 6e année. J'ai fait une classe en ligne, on utilisait Facebook, on faisait des vidéos, ils m'envoyaient des travaux. Même si ce n'était pas corrigé, c'était là quand même. Je faisais la planification, on faisait des SAE à distance. On a réinventé l'école et j'avais tout mon matériel didactique à la maison. C'était ça. Et je me suis fait un bureau à la maison. Vraiment. Puis, non, je n'étais pas susceptible de changer quelque chose pour moi. C'était juste différent. Toujours à l'autre bout de la table. Eux autres, il y en avait d'autres qui ont une motivation intrinsèque. Ils ne vont pas faire preuve d'altruisme, mais ils vont dire non, ça n'a pas affecté mon intention. Même que j'ai donné mon nom pour remplacer durant ce temps-ci. C'est quand même un nouveau défi et tout ça, non, ça n'a pas affecté mon intention. Un autre dit alors, le répondant 27, ça a été vraiment une adaptation. Ouais, quand il est venu le temps de finir la session, c'était vraiment stressant. Parce que c'était nouveau. Personne ne s'attendait à ça. Tout le monde, les enseignants, les personnes les plus haut placées dans l'administration. Donc, c'est vraiment venu chercher tout. Ça a créé un petit climat incertain, mais là, c'est vrai que ça a été stressant. Mais pas au point de dire que j'allais abandonner. Bon, là, c'est sûr que là, en ce moment, ça se calme. Puis j'ai vraiment, vraiment l'impression que la session qui s'en vient, bien, ça se présente bien. Surtout qu'on avait écrit à des enseignants qui ont fait des pas. Quel mode d'enseignement nous convenait le plus. Donc, pour ça, j'ai l'impression que comme il y a du soutien, puis qu'il y a la compréhension au niveau des enseignants, bien, et des hauts dirigeants, ça peut aider beaucoup. Donc, au premier axe, on a vraiment un groupe qui se distingue au bout de la table. Eux, c'est vraiment le contexte de formation à l'université. Seul à la maison, en enseignement synchrone, ça marche plus ou moins. Je suis allé chercher le deuxième axe qui était vertical, celui-là. Le deuxième axe, c'est celui qui va de haut en bas ici. Au niveau du haut en bas, je suis allé chercher aussi le même principe. Je suis allé chercher la portion négative, c'est celle qui est en bas de l'axe, puis la portion positive, c'est celle qui est en haut. Là, je constate dans la portion négative beaucoup de facteurs de référence à des facteurs environnementaux. Et ils sont tous en 3e et en 4e année, mes répondants. Donc, eux vont dire que c'est apostrophe le verbe être, puis un peu, beaucoup, qui peut. On va aller voir après comment ça se concrétise dans les discours. La portion positive de l'axe, la partie en haut, ben, eux, ils vont répondre non, ça n'affecte pas leur intention de persévérer. Mon, pas, poursuivre, N, ne. On va le voir après. Puis eux, c'est la détermination ferme. On va le voir après. Ils sont presque tous encore une fois en 4e année, sauf le numéro 27 qui est en 3e et le numéro 19 qui a choisi d'abandonner. Elle est certaine d'avoir bien fait d'abandonner. A-t-il le même type de discours que ceux qui ont choisi vraiment de rester? Ce qui est logique, en ce sens que d'un point de vue statistique, son intention est ferme. Ça tient la route. Si on regarde les extraits d'entrevue, ben ici, la personne qui invoque les facteurs environnementaux, donc dans la portion négative de l'axe, ben, elle a dit c'est ma dernière année scolaire et c'est sûr que ça m'a affecté parce que c'est venu interrompre mon stage final, donc c'est un irritant. Mais étant donné que là, nos stages sont maintenant acceptés et que ça n'a pas joué sur ma motivation, ma continuité. Autrement dit, je vais continuer, mais j'ai vécu un gros irritant. Pour ce qui est de poursuivre la profession et d'y retourner enseigner comme en école, puis d'avoir un contrat, etc., ça joue. C'est sûr que je vais y retourner, mais les conditions de santé publique ou de celles qui sont offertes par le gouvernement présent, ça peut jouer aussi, hein, comme des décisions qui pourront être prises en temps et lieu. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je trouve ça difficile, un peu ce qui est demandé en ce moment à tous les enseignants de la province. C'est-à-dire qu'en faire encore beaucoup avec très peu et se débrouiller. Ce qui est selon moi un problème de société, de notre profession depuis longtemps d'ailleurs. Puis là, c'est encore la même chose, mais avec plus. Mais malgré tout, c'est sûr que je vais poursuivre quand même. Donc, on voit que l'intention n'est pas affectée, mais elle renvoie seulement aux facteurs environnementaux. C'est vraiment un irritant. Là. Quand tu as dit que c'est un problème de société. Ce qui me ferait avoir un aspect négatif de ma rentrée scolaire prochaine, c'est les aspects techniques ou autres dans lesquels on nous demande encore de, pas nécessairement directement, mais indirectement, de payer de notre poche, de se débrouiller, tu sais. Si on veut offrir un climat d'apprentissage minimalement propice, puis correct et motivant, ben, il faut encore se débrouiller avec ce qu'on a. Ça fait que c'est sûr que ça mène un petit aspect négatif. De l'autre côté, de l'axe, la portion positive, ben, eux vont dire, il y a une réponse courte. J'irai avec non. Je pense que ça va me demander de l'adaptation, mais je ne suis pas contre de poursuivre la formation au contraire. Je sais que je n'ai pas peur pour l'enseignement non plus. J'ai pris une classe en fin de l'année pendant la pandémie pour les 2 derniers mois. Je n'avais pas de problème à poursuivre, même dans les conditions actuelles.
Donc, c'est comme s'il n'y avait pas d'irritant. Non, ça ne m'a pas affecté. Même que j'ai donné mon nom pour remplacer durant ces temps-ci. C'est quand même un nouveau défi. Et non, ça n'a pas affecté mon intention du tout. Donc, il y a des personnes qui semblent moins affectées par les irritants. Et troisième, non, ça ne m'empêchera pas de poursuivre, mais nécessairement que ça va remettre en question sur le fonctionnement des sessions à venir, puis le fonctionnement de la pratique aussi, mais ça ne m'empêchera pas de poursuivre. C'est trop mon domaine. Donc, on regarde les 3 entrevues, c'est de la motivation intrinsèque. C'est comme s'ils étaient Teflon un peu au contexte. Ils vont le faire de toute façon. Je vois le temps qui file. Je mettais après ça, interprétation, ben, on constate une intention de persister assez évidente, sur tous les axes. Opposition entre l'intention de persister et les conditions de formation. Donc, à l'axe 1, on voit que les conditions de formation, on risque d'en perdre en cours de route. À l'université, là, on risque d'en perdre. Je pense qu'il y a un sous-discours, puis on voit le lien avec la motivation, puis c'est assez proximal. Là. L'impact s'en vient. Deuxième axe, opposition entre l'intention de persister et les conditions de travail. Il y a des gens qui sont probablement plus irritables par rapport à ça, puis il y en a qui sont téflons. Puis cet axe d'opposition-là est assez structurant, c'est au deuxième axe. C'est quelque chose qu'on va peut-être entendre parler dans l'avenir, c'est-à-dire que ceux qui vraiment ça ne les touche pas, mais il y en a pour qui les conditions. Les mots structurants, je les ai validés par une procédure de rééchantillonnage. Si vous voulez, vous avez des questions, les mots. J'attire votre attention sur le fait que quand je vous ai présenté mon plan, là, les mots structurants, je les ai validés par une procédure de rééchantillonnage. Si vous voulez, vous avez des questions là-dessus, je vous en parlais tout à l'heure, mais en gros, ça revient à faire un Loto-Québec. Vous prenez les mots qui sont structurants, puis vous les rajoutez en tant que variable supplémentaire 25 fois, un peu comme un boulier Loto-Québec. Donc, le logiciel fait un boulier Loto-Québec. Si le mot retombe toujours au même endroit, proche de son endroit initial, c'est parce qu'il est stable. S'il se déplace, donc vous voyez, ça fait comme des petits points, là. Ça veut dire qu'il est instable. Ça peut dire deux choses. Ben, en général, ce que ça veut dire, c'est que va chercher d'autres répondants pour que je te stabilise ton mot. Parce que l'usage que les répondants actuels en font, il n'est pas assez stable. Donc, c'est une lacune, une limite de ce que je vous présente, c'est que le discours que je vous présente, il est plus ou moins stable. Les gens répondent, utilisent les mots à leur façon, mais le sens qu'ils attribuent aux mots ne serait pas suffisamment stabilisé pour me permettre de vous dire c'est exactement ce qui risque de se passer. Motivation variablement intrinsèque et altruiste. Quand on voit les motivations, on voit de la motivation intrinsèque, mais on voit également de l'altruisme. Donc, on retrouve ce que d'autres recherches ont trouvé, c'est-à-dire entre l'idée d'avoir une vocation. Moi, c'est trop mon domaine, c'est une vocation. Puis, vous savez, la personne qui disait, là, moi, j'ai travaillé 10 à 12 heures par jour, je me suis vraiment donné. Ça, c'est la mentalité de service. Là. Donc, je rejoins ce que Tardif et Lessard avaient trouvé il y a plus de 20 ans. Là. Je le vois dans ma recherche. Il reste à savoir ces étudiants qui sont au début de leur formation. J'avais beaucoup de deuxième année qui ont dit, nous, ça ne marche pas de notre côté, puis ça affecte leur motivation. C'est ce que j'appelle le choc du distanciel. Est-ce qu'ils vont surmonter le choc du distanciel? On va savoir. J'ai parlé un peu plus que prévu, mais je me tais et je vous écoute. Bien, merci beaucoup, M. Moreau, pour votre présentation. J'ai une question ici qui vient d'arriver de Cathy. Donc, est-ce qu'on sait où sont allés les enseignants qui ont décidé d'abandonner? Excellente question. J'en ai une, je sais pas si c'était à 27. Elle avait choisi d'abandonner. Et c'était je me souviens plus dans quel domaine, c'était pour faire une technique au cégep. OK. Donc, on retournait au cégep. On retourne au cégep pour quelque chose. Merci beaucoup. C'était complètement différent. Je pense que c'était comptabilité ou un truc du genre. Probablement qu'elle se posait déjà des questions avant. Mais non, votre présentation de ce soir est vraiment pertinente. Moi, j'ai des stagiaires de deuxième année en enseignement au secondaire. Et puis, j'ai déjà perdu un de mes 2 stagiaires. Donc, avec les mesures COVID et tout ça, je ne voulais pas faire subir aux élèves ce que je vis présentement. Puis, il a abandonné le bac au complet, là, la profession au complet aussi. Là. Donc, oui, on va perdre beaucoup de joueurs, mais je ne suis pas certaine que c'est tant la pandémie qui vient jouer là-dedans. Là. Vous parliez beaucoup de vocation, puis je pense que ça prend vraiment un bout là-dedans là, pour enseigner. J'ai une autre question de Marie-André.
Est-ce que l'âge des candidats a un impact sur leur flexibilité ou leur mobilité? C'est une excellente question. Je n'ai pas croisé encore cette variable-là. Je suis allé voir leur année de formation. Je ne suis pas allé voir si leur âge, parce que c'est une excellente question. Souvent, il y a des enseignants en formation qui ont un certain âge, dans la trentaine, là. Plus qu'on pense même. Je dirais que c'est une caractéristique qu'on trouve peut-être plus en milieu métropolitain. À Montréal, j'en ai beaucoup. Mes données sont récoltées à l'UQAM et à l'Université de Sherbrooke, surtout. Un peu à l'UQTR, là, mais j'en ai plus à l'UQTR actuellement. Puis ce que je constate dans la région montréalaise, c'est qu'il y a plus d'étudiants, déjà parents là, ou jeunes parents qui choisissent de se réorienter vers l'enseignement. Donc, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur leur mobilité? Je ne pourrais pas vous le démontrer puis vous le prouver ce soir, mais j'ai le sentiment que oui. Mais ça dépend ce que vous voulez dire par mobilité. C'est ça. On n'a pas de Ah, indécision. indécision. Non, ils sont généralement très décidés. Oui, puis je remarque ça aussi là, dans les stagiaires qui sont un petit peu plus âgés que les autres, là. On dirait que ils sont vraiment déterminés dans leur choix. Ils ont exploré autre chose, puis ils ont vraiment, ils sont vraiment arrivés à leur choix final. Elle précise aussi continuer ou arrêter. Je Donc, est-ce dirais, que ça a un impact, c'est ça, sur décider de continuer ou d'arrêter? je dirais que ce qui caractérise ces étudiants-là, c'est qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, parce que c'est un enjeu financier important. Ils choisissent de faire un baccalauréat de 4 ans, c'est parce que ça coûte des sous, puis il y a un coût familial aussi. Donc, soit ils le font, soit ils ne le font pas. Mais s'ils le font, ils le font, puis ils s'investissent. Ouais, parfait, merci. Moi, j'aurais une question aussi en lien avec la maîtrise des technologies. On sait que ça peut jouer là, sur la, leur décision de poursuivre ou non là-dedans. Est-ce que vous pensez que ça a été tenu en compte? Est-ce qu'il y a une donnée qui parlait de ça? La donnée n'était pas posée spécifiquement. La question qui était posée, c'était vraiment est-ce que le contexte actuel, puis c'est quelque chose qu'ils pouvaient invoquer dans leur réponse. Certains le faisaient assez facilement, le lien avec les technos, là. C'est une variable environnementale, c'est-à-dire que c'est la technologie devient le médium qui permet d'accéder. Et ça apparaissait dans les données. Toutefois, ça ne s'est pas avéré être une donnée structurelle. Quand je regardais dans les analyses, là, il n'y a pas de mots associés à l'usage des technos qui a été invoqué. OK. Bizarre. Je m'attendais à ce que, Donc, par exemple, le mot comme Facebook ou, tu sais, non, c'est peut-être parce que c'est trop rentré dans la culture. Je ne sais pas. ouais, ou peut-être que le primaire n'a pas eu non plus à enseigner beaucoup en ligne. Je ne sais pas si ça aurait pu jouer à ce moment-là dans ça, parce que moi, je sais que ça l'a joué un peu là, au secondaire, là, cette donnée-là, là, l'enseignement en ligne, puis la maîtrise des technologies, là, ça l'insécure beaucoup de futurs enseignants, là. Vraiment. Marie-André précise aussi, aviez-vous des candidats au BEP? Baccalauréat en enseignement Je professionnel? ne sais pas si... Professionnel, oui. Oui, Non. professionnel. Oui, Non, personne du non. professionnel. Que du OK, donc c'était... BEPP, du bon vieux BEPP, là, enseignement préscolaire primaire. Oui, c'est ça. Puis, on remarque beaucoup comment je voudrais dire, mais il y a une marche un peu aussi là, entre ce que c'est l'enseignement avec la COVID primaire, avec toutes les mesures en classe et tout ça, puis le secondaire. Moi, je suis au premier cycle, donc je suis un peu comme le primaire, là, avec tous les élèves en classe, avec le nettoyage et tout ça, de tous les manuels, tous les appareils. Puis au primaire, ben, ils sont chanceux, ils peuvent rester dans la même classe, mais nous, pour se déplacer d'une classe à l'autre, là, je pense que ça a joué un petit peu aussi là, dans la décision d'un de mes deux stagiaires de quitter. On a une question de Cathy. Je crois que les nouvelles technologies davantage affecté les vieux profs que les jeunes. Cette génération est déjà habituée aux technologies.
Donc, ça revenait à dire un petit peu là, ce que vous me disiez tantôt. Là. Ça dépend, je vais mettre, oui, c'est vrai, mais quand on les interroge, puis je reviens aux variables environnementales, ceux qui expriment en fait, ils l'expriment comme facteur de vulnérabilité, l'idée de bénéficier d'un enseignement à distance, ils n'aiment pas ça, ils n'apprécient pas. Donc, il y a peut-être un savoir-faire associé à ça, mais au niveau des attitudes, il y a quelque chose qui est réfractaire à ça. Puis, j'ai pas l'impression que les vieux ou les jeunes, parce que c'est que des jeunes que j'ai interrogés, c'est ceux qui sont généralement jeunes, sont en formation. C'est étonnant. Et c'est quelque chose qui peut être un irritant dans la mesure où ils ne se voient pas enseigner comme ça, ou ils ne se voient pas recevoir un enseignement comme ça. Oui, ça joue beaucoup, mais là, je pense que les technologies sont là pour rester. Tout dépendant, est-ce qu'on parle de technologie ou de technopédagogie? Est-ce que ça faisait une différence dans le questionnement ou c'était pas un facteur qui pouvait être départagé? Ça, c'est mon questionnaire n'invoquait pas ce mot-là. Et c'était intentionnel. OK. La libellé de mes C'est questions était. intentionnel? Ouais. Non, parce que ce que je voulais voir, c'est. La question, c'est l'intention de persister. Et comme je voulais qu'il me fasse une attribution, je ne suggérais pas d'attribution. C'est Ah, c'est OK. les répondants qui devaient la donner. Et la question était très précise dans son libellé et était ouverte dans les attributions possibles. OK. Ou Est-ce que vous sinon pensez qu'ils aussi font bien la faire un questionnaire. différence? Entre les Ouais. technos et les technopédagogues. Oh, je ne sais pas. La technologie, les technopédagogies, non? OK. Ben, probablement parce qu'ils ont eu leur cours. Dans tous les programmes de formation, il y a des cours de d'éducation numérique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en ont compris, je ne sais pas. Puis souvent, je ne voulais pas rentrer sur ce terrain-là, considérant qu'il aurait fallu que je documente ça, puis que je développe un cadre de référence en lien avec ça. OK, parfait. Donc, ça reste dans le cadre vraiment. Puis, est-ce que d'après là, les chiffres, les données, est-ce que c'est encourageant? Est-ce que on va avoir des finissants ou Oui, on va en avoir. J'ai l'impression, mais la question que je me pose, c'est il va probablement avoir un effet d'entonnoir, là, un petit. Comment appeler ça, d'un point de vue démographique, j'anticipe un petit creux. Là. Les deuxièmes années, première, deuxième année, là, j'anticipe une espèce de creux. Là, actuellement, ils sont en troisième année parce que quand les données ont été récoltées, c'était le printemps, il y a bientôt un an. Eux autres, ben là, actuellement, sont en troisième année. C'est de savoir à quel point on en a perdu en cours de route ou qu'il y en a qui ont tout simplement retiré des activités sans se désinscrire. Ils ont retiré des activités pédagogiques de leur curriculum momentanément en disant moi, je prends une pause, mais il y a un effet. Les programmes de formation à l'enseignement sont structurés, serrés. Tu ne peux pas pelleter en avant tous tes cours. Donc, non? ça serait de voir là, auprès des responsables de programme. Ça pourrait être un aspect que qui pourrait peut-être, s'il y avait une recherche à faire, là, interroger les responsables de programme de tous les BEPP au Québec. Ce ne serait pas long à faire un courriel. En jasant avec vous comme ça, le flash me vient. Voir s'ils ont vu là, depuis un an une variation dans leurs effectifs. Parce que ça va avoir un impact. Déjà là, on est en sous-effectif. Puis de savoir que la pandémie aurait pu avoir un impact aussi sur leur motivation, puis la sortie, là, c'est inquiétant un petit peu. Ben, moi, je regarde vos données, là, mais ça reste à voir, là, de savoir combien vont sortir de ça. On a une question de Mary. En quatrième année, certains prendront tout dans la foulée. Ils traitent de l'enseignement hybride et en fait l'incertitude au jour le jour. Ils traitent de ça dans leur vie personnelle et cela se traduit bien par l'éducation. Par conséquent, est-il possible que la capacité ou le caractère de l'individu joue un rôle important pour son devenir enseignant? Oui, les caractéristiques, ouais. Ben, les attitudes individuelles vont jouer beaucoup. Les attitudes, c'est une disposition stable et non momentanée envers des objets, des situations, des personnes. C'est tout à fait possible que ça intervienne. Je n'ai pas fait de relevé quanti sur les attitudes individuelles.
Ceci étant dit, ce que j'ai présenté ce soir est en lien avec l'attitude, c'est-à-dire que c'est en lien avec la dimension cognitive de l'attitude. Est-ce que tu vas le faire, ton programme, ou tu ne vas pas le faire? Puis explique-moi pourquoi, puis à travers ça, on voit des éléments d'attitude. Quand on lit les contenus d'entrevue, je vais répondre à la question. Une seconde, je vais essayer de la remettre sous mes yeux. Certains certains prendront tout dans la foulée, traitent de l'enseignement et le fait des études au jour là où il faut ça dans leur vie personnelle, cela se traduit. Je ne sais pas ce qu'ils font dans leur vie personnelle. Donc, c'est pas quelque chose qui était documenté. Est-il possible que. J'arrive pas à avoir toute la question. Est-il Mais je possible pense que que. c'est un petit peu que leur capacité ou leur caractère, c'est ça qui joue dans un rôle important dans leur devenir enseignant. Ouais. Oui, tout à fait. Ailleurs dans le questionnaire, parce que c'est comme une question dans le questionnaire que j'ai analysé, il y en avait d'autres questions. Les raisons, s'ils sont capables d'identifier de leurs forces, par exemple, puis par rapport à différents aspects de la profession. Puis là, ben, on le voit, tu sais, les éléments de caractère et leurs caractéristiques personnelles qu'ils attribuent à leur capacité à enseigner. Mais c'est sûr que c'est de la donnée autour rapportée. Je n'ai pas fait d'observation directe. Moi, je peux bien vous dire, je suis bon pour enseigner parce que je suis tellement intelligent. C'est la façon dont ils se perçoivent. Ouais, c'est de la perception. Tu sais. C'est ça. Là, tu écoutes ça, tu te dis, waouh, tu ne te prends pas pour du 7-Up. Oui, non, Mais des fois, ça se peut. Oui, on voit les attitudes, des fois, là, qui se démarquent. Là, On voit les attitudes, puis ben, c'est de la donnée de recherche. Moi, je veux dire, ça s'en va en machine. Oui, non, c'est effectivement des fois ce qu'on peut remarquer là, comme, comme façon de se présenter ou façon d'être aussi, là, en 3 4e année, là, des fois, quand ils commencent à avoir un petit peu plus d'assurance. Ouais. J'ai pas de nouvelles Mais je les trouve tous questions. bons. Ah oui! Ben, on en veut, hein? On veut qu'ils soient bons pour qu'ils restent, puis on veut les encourager, on veut pas les décourager, mais des fois, quand ils vivent notre quotidien au jour le jour, c'est pas évident pour eux de faire la part des choses parce que le souvenir qu'ils ont de l'enseignement, c'est quand eux, ils se faisaient enseigner. Ils ne voyaient pas toute la préparation de l'enseignant, ils ont tous un souvenir d'un bon enseignant, parce que souvent, c'est ça qui fait qu'ils veulent devenir un enseignant. Ils ont un souvenir dans leur tête, et puis, mais ils n'ont pas vécu avec cet enseignant-là. Ils n'ont pas vu tout l'envers du décor, toute la préparation, tout le dehors que ça demande, l'enseignement. Puis souvent, quand ils ont les 2 pieds dedans, bien là, c'est là qu'ils déchantent un petit peu. Là, ils disent, ah, OK, oui, c'est pas juste ça l'enseignement finalement. Là. C'est pas juste être en avant puis parler. Là. Il y a beaucoup de choses en arrière de ça. J'ai l'impression que quand ils se rendent compte de tout ce qu'il faut mettre en place pour essayer d'aider les élèves, puis encore plus cette année, parce que moi, j'ai des secondaires 1, donc j'ai des élèves de 6e année qui n'ont pratiquement pas vécu de fin d'année, qui nous arrivent avec des lacunes, mais là, c'est de leur dire, oui, là, j'ai des élèves qu'il faut que j'amène à ce point-là, mais ils sont partis de beaucoup plus loin que d'habitude, donc puis là, ils voient tous les efforts qu'on fait, tout ce qu'on essaye de mettre en place, puis là, ils font ah, OK, ah, c'est tout ça, oui, c'est tout ça. Puis c'est ça. Moi, j'ai des stagiaires de 2e année. C'est sûr que là, ils sont bon, dans le milieu de leur cheminement. Là. Ils ont encore 2 ans pour le devenir, là, mais c'est. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque là, dans leur perception de l'enseignement. Là. Un truc aussi que je récoltais comme données, puis je ne vous l'ai pas présenté ce soir, ça a été trop long, c'est les profils, les traits de personnalité. Tous ceux qui ont répondu à mon OK. questionnaire, ils complétaient aussi un questionnaire sur les traits de personnalité. Je leur ai administré le Big Five, les 5 grands traits de personnalité. Il y en a plusieurs tests de personnalité. J'ai pris celui-là parce que c'est celui qui, d'un point de vue statistique, a révélé un haut taux de cohérence interne. Puis au préscolaire, parmi les 5 traits, là, ben, il y a l'extraversion, il y a la conscienciosité, si on peut l'appeler comme ça, il y a la stabilité émotionnelle, il y a l'ouverture. Ben, ça, ces traits-là, ça intervient. C'est une caractéristique individuelle qu'on peut documenter pour voir un peu
des caractéristiques socio-professionnelles. Ça définit un peu le groupe. Tu sais. Puis ce que je constate de mon côté, ben, ils sont beaucoup dans la conscienciosité. C'est important d'être planifié, c'est important d'être structuré, de savoir où on s'en va. Ils sont beaucoup dans l'agréabilité et la stabilité émotionnelle. Donc, c'est pas des Mademoiselle C, là. Tu sais, dans le film Non. Mademoiselle C, là, la madame qui se mettait un abat-jour sur la tête, non, c'est pas ça pour en tout. Ah, ils sont vraiment dans la conscienciosité, l'agréabilité et la stabilité émotionnelle. D'un point de vue statistique, c'est vraiment ça qui sort. Pas une taille d'effet, pas une corrélation très, très élevée, mais moyenne, une corrélation moyenne. Donc, c'est peut-être un autre, pour répondre à la question, là, il y a un trait de personnalité à ce niveau-là. Mais ce n'est pas des extrovertis. Ah non, c'est remarquable, mais je veux vraiment vous remercier pour vos recherches. C'est vraiment éclairant, là. Ça donne vraiment une lumière là, sur la profession en ces temps incertains de pandémie. Puis, je pense que notre public a apprécié votre présentation de ce soir. Merci beaucoup. Vous avez peut-être trouvé des pistes de prochaines recherches ou Je vais être honnête avec vous, je ne cherche pas à l'élargir, cette recherche-là, parce que d'abord, c'est pas mon champ de spécialisation. Donc, je suis comme à cheval sur 2 champs. Je le développe, mais donc, ça roule, puis quand je peux faire de la diffusion comme ça me fait plaisir. Mais il faut que, c'est d'abord en didactique des sciences humaines qu'il faut que je développe. Oui, non, mais merci beaucoup pour votre travail et puis merci de votre participation ce soir à notre activité. Puis je remercie à tous ceux qui ont assisté ce soir au nom du CPIQ. On vous remercie parce que sans votre présence et vos inscriptions, ben ça ferait en sorte que nos webinaires en soirée n'auraient pas lieu, mais je pense que votre présentation ce soir est vraiment très intéressante. Puis je vous remercie, M. Moreau, d'avoir participé avec nous ce soir. Mais ça m'a fait plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup Ah, tout le monde. merci tout le À monde. l'année Hein. prochaine. À la prochaine. Merci.